Nous accueillons Odile Maki, qui est membre de l'Académie des sciences et donc du comité pays en développement. Mohamed Jawa, qui est ancien président du SIMPA et qui est aujourd'hui directeur de Esprit School of Business à côté de Tunis, en Tunisie. Yazdan Pana, qui est professeur en maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat, Claude Bernard et à l'université Paris Diderot, entre autres. Et Annie Raoult, qui est professeure émérite à l'université Paris Descartes et actuellement vice-présidente du SIMPA. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Odile Maki. Donc, Odile Maki, le COPED certaines actions ont été mentionnées ce matin par Étienne Gis. Le COPED a en particulier soutenu en 2017 l'organisation d'un colloque qui était intitulé « Mathématiques appliquées à des questions de développement en Afrique ». Ça tombe bien. Et donc peut-être vous pourriez nous indiquer quelques aspects des discussions qui vous ont semblé particulièrement importants dans ce colloque. Merci beaucoup de cette occasion de pouvoir parler de ce que fait l'Académie des sciences dans le cadre de son comité pays en développement. C'est un comité qui a été créé il y a 22 ans par une personnalité très connue, François Gros, donc un biologiste qui a beaucoup fait. Il a été secrétaire perpétuel de l'Académie, mais il a eu des fonctions politiques. Et ce comité continue. Il a une action en Afrique en particulier. Il est actuellement présidé par Pierre Auger. C'est moi qui suis à sa place. Je réponds à Raïssa qui s'étonnait de son absence, en effet, oui. Alors, parmi les actions dont Étienne Gis a donné quelques-unes, il y a eu donc ce colloque qui a eu lieu à Rabat en octobre 2017, qui avait un certain nombre de thématiques. Donc, mathématiques appliquées en épidémiologie, appliquées à la gestion des ressources marines, voilà, appliquées à la biodiversité et au peuplement forestier, appliquées à l'énergie, appliquées à l'économie, avec un certain nombre d'orateurs prestigieux dans tous ces domaines. Ce colloque va initier probablement une série. Il y en aura un autre donc cette année qui va s'appeler MADEV 19, qui aura lieu la dernière semaine de novembre. Cette fois-ci, ça sera à Dakar, au Sénégal, et ce sera centré sur les 3 E, épidémiologie, eau, énergie. Une des caractéristiques de ce colloque, c'est de vouloir mettre en valeur les jeunes doctorants africains. Donc il y a eu des tas d'efforts pour trouver les ressources leur permettant de voyager et d'être pris en charge. Et en particulier au prochain, donc je suis contente de dire qu'ils auront ma thèse en 240 secondes. La francophonie est un tout petit peu plus généreuse. C'est pas 180, c'est 240. Donc il y aura une grande conférence par Marie Chunyan, dont on a déjà entendu parler, qui fait tellement pour les maths et le développement, et suivi de ce round des mathèses en 240 secondes. Et puis il y aura des posters, etc. Bon, et ensuite des sessions comme habituel. Voilà, donc je suis contente de faire cette annonce. Sinon, moi personnellement, j'aurais voulu parler d'une de ces thématiques qui est l'énergie. L'énergie et donc les mathématiques pour l'énergie et le développement. Cette thématique est en particulier concernée chez nous, à l'Académie, par Jean-Michel Coron, qui est un mathématicien spécialisé dans le contrôle, et une autre personne, comment elle s'appelle déjà, Françoise Lamnabi Lagarigue, qui fait partie d'un laboratoire qui est déjà représenté ici. Et donc c'est une thématique extrêmement importante pour l'Afrique, puisque le problème de l'énergie, vous le savez, est un problème très très grave. Donc je vais vous citer des chiffres, mais vous les connaissez peut-être. 1,1 milliard habitants en Afrique, la moitié sans électricité. Des perspectives pour 2030, donc dans 10 ans,
Dans 10 ans, ça se sera amélioré probablement, on espère. Il y a des politiques très volontaristes des États, ce qui fait qu'il y aura 450 millions de personnes en plus qui auront l'électricité. Mais des personnes qui manqueront d'électricité, il y en aura encore 100 millions en plus. Oui, parce que l'Afrique se développe et qu'en 2030, il y aura plus d'habitants. Voilà. Donc, ça donne l'ampleur du problème. On peut aussi citer un chiffre, je pense que vous le connaissez aussi peut-être, hein, sur la production mondiale d'électricité. L'utilisation en Afrique, c'est 3%, ce qui ne correspond pas du tout, évidemment, à la proportion de la population. Et encore, dans ces 3%, 75% va au Maghreb et à l'Afrique du Sud. Donc le reste se partage 25% des 3%. C'est quand même... Alors, bien sûr que pour ce problème grave, on pense aux sources d'énergie renouvelables et il y a quelques éléments qui nécessitent des travaux mathématiques importants. Donc, en particulier dans les smart grids, les réseaux électriques intelligents, qui sont des réseaux, la plupart du temps, donc en courant continu. Des réseaux qui ont de la souplesse, qui permettent donc d'adapter la production à la demande, qui sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus difficiles à pirater et qui sont avec des coupures donc plus limitées. Alors, dans ces réseaux, une des questions, c'est le transport. Normalement, le courant haute tension puissant est transporté dans des câbles électriques. Là, quand il s'agit de fermes marines ou de fermes éoliennes, il s'agit de transport de câbles sous-marins ou alors de transport de câbles souterrains. Et là, on ne peut pas transporter en courant alternatif à cause des pertes capacitaires. Donc, on doit transporter en continu. Ça pose des nouveaux problèmes de modélisation et qui sont à étudier, peut-être pas uniquement dans les pays occidentaux, mais peut-être aussi sur place. Parce que ces problèmes, d'une part, il y a la conception, le travail en amont, mais après, il y a l'implantation sur place qui nécessite des techniciens qui soient bien formés. On en revient au problème de ce matin. Donner l'amour des mathématiques, l'amour des sciences, de telle sorte qu'on produise sur place assez de personnel technique. Souvent en Afrique, on a les ingénieurs, mais il manque la personne qui sur place va aller bidouiller et qui ait les compétences voulues. Donc dans ces réseaux smart grids, il y a par exemple le problème de la coupure, qui est un problème qu'on ne sait pas bien résoudre encore et qui est pourtant un problème de sécurité. Donc ça, c'est un problème mathématique, une coupure du courant continu. Un autre problème, de maintenir la tension à un niveau nominal et contrôler aussi cette tension. C'est encore à nouveau un problème de contrôle mathématique. Et puis, la dynamique du système de conversion alternative continue pour intégrer les réseaux continus dans la globalité du grand réseau, même ça, ça nécessite encore des études fines qui sont pas suffisantes. Voilà. Alors, il y a aussi, pour résoudre le problème des 75%, des 3% qui n'ont rien du tout. Il y a tous les systèmes qu'on appelle les microgrids, les réseaux locaux, qui sont, eux, en basse tension, avec des générateurs très variés, comme des diesels ou alors des petites fermes solaires et des choses comme ça. Donc là aussi, la modélisation réaliste est nécessaire. Et donc, je crois que c'est à moi de conclure maintenant parce que mon temps doit être écoulé. L'importance de former des personnes aux outils mathématiques et aux outils du contrôle sur place. Et l'importance des échanges avec les pays occidentaux, comme ça se fait justement par des colloques comme le MADEV,
pour que la recherche s'adapte aux vrais problèmes pratiques de développement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, je vais me tourner maintenant vers Mohamed Jawa. Vous avez fait un doctorat d'État en France, et puis dans les années 80, vous avez décidé de rentrer en Tunisie. Oui, ça marche. Et à l'époque, il n'y avait pas d'industrie en Tunisie susceptible de recourir à la modélisation mathématique. Et pourtant, vous avez décidé de créer une filière de formation dans ce domaine-là. Et donc, avec le recul, est-ce que vous feriez la même chose ? Bien, avec le recul, je le ferai probablement plus facilement qu'en 1983. D'abord, l'expérience a été faite, et puis, elle a eu un certain nombre de résultats, et puis il y a eu des développements historiques dont je parlerai dans 2 minutes. Et en 1983, quand j'ai décidé de le faire, j'ai été vivement dissuadé par les amis qui me voulaient du bien, parce qu'effectivement, aller dans un pays sans industrie, alors que les applications des mathématiques se situaient essentiellement dans les industries, disons, hautement technologiques, l'aéronautique, l'espace, l'industrie nucléaire et d'autres, la défense. Très peu l'automobile encore à l'époque, mais c'était véritablement des industries que nous n'avions pas en Tunisie, et que donc aller vers la Tunisie n'était pas un choix très futé. Si je l'ai fait, c'est probablement que j'avais une trentaine d'années, j'étais un peu jeune, donc peut-être un peu inconscient. Et puis, pour moi, c'était un choix évident. Il fallait revenir vers la Tunisie, lui rendre. C'est un pays qui m'a beaucoup donné, donc il fallait lui rendre quelque chose. Et puis peut-être, en écoutant Étienne Gis ce matin, je me dis que peut-être il y avait une pointe d'égoïsme, parce que finalement, comme tout le monde, je cherchais un peu de bonheur à aller enseigner et faire des mathématiques. Et en fait, il me semblait que la Tunisie avait davantage besoin de mes mathématiques que la France. Je n'avais pas non plus de plan de calcul, parce que sinon je serais resté là où j'étais. J'étais beaucoup mieux à l'école polytechnique pour développer ça, pour avoir un plan de carrière. Donc voilà. Alors peut-être qu'il faudrait que je dise comment ça s'est passé. Bien entendu, il n'y avait pas d'application, donc nous avons focalisé avec la toute petite équipe qui m'a entouré au début, nous avons focalisé sur l'appropriation des méthodes pour faire, je dirais, des mathématiques applicables plutôt que des mathématiques appliquées. Les applications étaient souvent des applications génériques, teintées d'académisme, c'était des applications un peu classiques, elles ne correspondaient pas à un besoin de l'industrie. L'appétence de l'industrie tunisienne était, pour ainsi dire, nulle. Et puis, l'enjeu numéro 1, c'est que même s'il y avait eu des demandes industrielles, nous aurions été dans l'impossibilité d'y répondre, vu que les mathématiques appliquées étaient en gestation. Il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de jeunes. Donc l'enjeu, c'était d'abord de former des gens, d'être en état de répondre à d'éventuels besoins, d'éventuelles demandes à venir d'une industrie qui, pour le moment, n'exprimait aucune demande en ce sens-là. L'acte fondateur a été, je le dis à Ludovic et à tous les anciens présidents du SYMPA qui sont là, a été une école du SYMPA en 1986 sur les mathématiques appliquées à la mécanique, qui s'est tenue à Monastir et qui a été une école fondatrice pour... Ensuite, nous sommes un peu introduits par effraction dans un DEA de mécanique appliquée, dans le cadre duquel un certain nombre de personnes ici, je crois, Amel Benabda, qui est là, a eu un DEA de mécanique appliquée, parce qu'il n'y avait pas de DEA de mathématiques appliquées que nous avons créé dans les années 90, et grâce à un ministre d'exception, Mohamed Charfi, ce DEA a bénéficié de l'apport d'un mathématicien qui est parti trop tôt, que je pense beaucoup de gens connaissent ici, exceptionnel, qui est Abbas Bari, et qui a beaucoup fait pour que ce DEA ait l'impact et l'ouverture internationale qu'il a eu. Nous avons créé des colloques, un colloque maghrébin de méthode numérique de l'ingénieur. Il y a eu 2 points d'inflexion dans le développement. Nous avons créé une revue, nous avons créé un certain nombre de choses, mais il y a eu 2 points d'inflexion. Le premier a été en 1994,
1996 la promulgation d'une loi organique de la recherche en Tunisie. Il n'y en avait pas. Jusqu'en 1996, la recherche en mathématiques appliquées, comme dans les autres disciplines, tenait un peu du bricolage, des petits échanges entre anciens laboratoires. Là, on donnait naissance à une structure organisée et financée d'une manière récurrente, c'est-à-dire des laboratoires de recherche. Il y a eu un point d'inflexion et, en fait, une douzaine d'années plus tard, j'ai pu écrire un article là-dessus dans la presse tunisienne. En fait, ça a été un point d'inflexion considérable qui a placé, au regard du nombre d'habitants, la Tunisie au premier rang des pays en matière de recherche scientifique en Afrique. Ce point d'inflexion, ça a été des ressources, de l'argent, la possibilité de financer des thèses, etc. etc. Il y a eu ensuite, à partir de la fin des... Ça a été un point d'inflexion. Il y a eu des associations avec différentes instances, différents instituts. Je cite l'INRIA, mais pas seulement. Et il y a eu, au début des années 2000, la création d'une chaire UNESCO Mathématiques et Développement qui avait pour ambition de ne pas cantonner le développement des mathématiques appliquées en Tunisie à un ou deux sujets que les initiateurs, donc moi-même en particulier, pouvaient maîtriser, mais de nous situer dans un cadre beaucoup plus, d'apporter une diversification. La chaire UNESCO, à laquelle d'ailleurs le SYMPA et l'INRIA ont aussi contribué. Donc tout cela a fait qu'au moment où l'industrie a commencé à devenir demandeuse, eh bien, le LAMSIN, qui était le laboratoire dans le cadre duquel tout ça s'est développé, était en mesure de répondre d'une certaine façon à sa demande. Et c'est venu d'une façon que nous n'avons pas nous-mêmes recherchée. C'est un industriel qui fabriquait des pots d'échappement automobiles, des silencieux automobiles, et qui se trouvait, qui travaillait pour l'industrie automobile européenne, etc., essentiellement, qui avait besoin de fabriquer des pots d'échappement dits de seconde monte, pour lesquels il fallait une conception originale. On ne pouvait pas simplement copier les pots d'échappement des constructeurs qui marchent sur un seul modèle, mais avoir des pots d'échappement qui pouvaient aller sur toute une gamme de modèles. Et donc, il fallait refaire une conception de ces pots d'échappement. Et les temps impartis pour la conception étaient très rudes, puisque un nouveau modèle sort tous les 18 mois, tous les 2 ans, et que donc une conception un peu artisanale ne pouvait plus fonctionner. Il fallait des modèles numériques. Et on s'est retrouvé pour les pots d'échappement à utiliser des techniques que, pour ma part, à la fin des années 70, j'avais apprises au Collège de France en suivant un cours de Jacques Lullions, notamment l'homogénéisation qui servait pour les matériaux composites qui intervenaient dans l'aéronautique et dans l'espace. Et là, on utilisait de l'homogénéisation, des méthodes d'éléments finis de frontières, etc., qui servaient pour les industries de pointe. Eh bien, on les utilisait pour des pots d'échappement. Je vois que M. Allemand me regarde avec beaucoup d'insistance, donc je vais essayer de faire très vite. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, si nous n'avions pas fait ce travail de construction, de capacity building, en quelque sorte, sans tenir compte du fait qu'il n'y avait pas d'application, eh bien, nous aurions loupé le coche lorsque les applications sont venues. Donc, il fallait créer cette capacité pour pouvoir être en mesure de répondre à la demande. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors finalement, je vais peut-être conclure assez rapidement, mais peut-être sur une note de Alain Badiou, qui, dans son éloge des mathématiques, dit que finalement, loin d'être l'exercice ingrat ou vain que l'on imagine, les mathématiques pourraient être le chemin le plus court vers la vraie vie. La vraie vie, c'est l'industrie, c'est la production, probablement, laquelle, quand elle existe, se signale par un incomparable bonheur. Et donc, c'est décidé, les mathématiques, c'est d'abord la recherche du bonheur, et je crois que c'est un peu ce que j'ai pu trouver à travers cette expérience-là. Merci. Donc, je vais donner la parole à Yazdan Panin. Donc, vous êtes professeur de médecine, j'ai dit.
c'est un domaine quand même a priori assez éloigné des mathématiques, même si on en a un petit peu parlé quand même, on n'a pas un peu parlé de biologie aujourd'hui, mais vous défendez que les mathématiques sont essentielles à l'exercice de votre activité. De quelle façon? Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais aussi remercier les organisateurs de m'avoir invité, moi le médecin, pour venir dans le monde des mathématiciens. Effectivement, je ne suis pas du tout mathématicien, mais j'ai commencé à travailler avec les mathématiciens et après appliquer les mathématiques à la santé parce que je pense qu'effectivement c'est indispensable et il faut que ça se fasse de plus en plus. Alors je vais essayer de donner des exemples. Il y a beaucoup d'évaluations des stratégies thérapeutiques préventives dans la médecine, c'est essentiel. Pour cette évaluation, on utilise les outils épidémiologiques classiques, des essais cliniques, des cohortes, des études cas témoins, mais souvent on se heurte à un certain nombre d'obstacles pour l'évaluation d'un certain nombre de stratégies. Pourquoi? Parce que les cohortes, les essais cliniques, en général, ça se fait à court terme. On ne peut pas évaluer les stratégies à long terme avec ces outils-là. On ne peut pas, par exemple, évaluer l'impact d'une campagne de vaccination à 30 ans, à 40 ans. Pour ça, on a besoin d'un modèle mathématique. Il y a quelques années, un journal assez prestigieux en médecine titrait « Mathematical Model, Tell Me the Future ». Donc, vraiment, on a besoin des outils mathématiques pour essayer d'évaluer l'impact des stratégies à long terme. D'autre part, souvent, on est amené à évaluer de multiples stratégies. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a une épidémie, par exemple, de grippe arrive, et qu'on veut mettre en place différentes stratégies pour lutter contre l'extension de l'épidémie, et là, il n'est premièrement pas éthique de mettre en place un essai clinique, c'est même pas possible. Comparer 25 stratégies, c'est impossible. Et de nouveau, on a besoin des outils comme les modèles mathématiques pour essayer de nous répondre à des questions qu'on se pose. Même si ce n'est pas toujours la vérité, ça peut guider la décision des scientifiques, des politiques pour la suite. Enfin, troisièmement, en général, on évalue l'impact des stratégies sur un argument de mortalité, de morbidité. Est-ce qu'il y a des décès? Est-ce qu'il y a des gens malades ou pas? De plus en plus, on dit qu'il faut évaluer les stratégies au-delà des critères de morbidité et mortalité. Et il faut notamment prendre en compte des critères économiques et notamment de coûts. Et là encore, des outils traditionnels ne nous permettent pas, alors que la modélisation, finalement, ça nous permet d'avoir ces outils-là. Alors, pour essayer de vous montrer simplement des exemples, alors en fonction du temps que j'ai, je vais prendre un ou deux exemples, 5 minutes. Vous savez qu'on a toujours peur de l'arrivée d'une pandémie de grippe. Alors, du coup, il faut essayer maintenant, avec les outils modernes, de se préparer pour l'arrivée d'une épidémie de grippe. Une épidémie de grippe démarre quelque part. Ça peut être en Asie du Sud-Est, ça peut être en Amérique latine, ça peut être en Afrique, ça peut être en Europe. Qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de lutter? Quelles sont les stratégies qu'on a? On a des stratégies traditionnelles. On dit qu'il faut empêcher que les gens circulent, on ferme les écoles. Ou on a des stratégies plus modernes qu'on n'avait pas il y a quelques années de ça, c'est que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tombe malade, soit on vaccine les gens qui sont autour, soit on donne un traitement aux gens qui sont autour, qui est un traitement prophylactique, pour empêcher que ces gens-là soient malades. Soit même, en amont de tout ça, on vaccine les gens, mais au sens large. Là, vous pouvez avoir plein de stratégies, plein de combinaisons de stratégies. Je donne les médicaments qu'au premier cercle de contact, je donne les médicaments au deuxième cercle aussi, au troisième cercle aussi, en sachant que tout ça, ça a un impact. Mais il y a eu beaucoup de modélisations mathématiques qui ont été utilisées pour essayer de voir quelles sont les stratégies les plus efficaces pour empêcher, dès qu'il y a un cas d'épidémie qui peut devenir une pandémie, pour le contenir. Est-ce que c'est plus efficace d'arrêter la circulation ou donner des traitements? Est-ce qu'il faut donner des traitements au premier cercle, au deuxième cercle, etc. Et bien sûr, tout ça dépend aussi de l'impact de R0 de ces épidémies de grippe, le pouvoir pathogène à une deuxième personne, de la mortalité, etc., etc. Donc ça, c'est un outil qui a été vraiment utilisé. Par exemple,
il y a quelques années de ça, c'est ça qui a fait qu'il y a eu des stocks d'antiviraux qui ont été construits notamment par la France pour essayer. Alors, ça n'a pas toujours été une réussite. Hein. Je ne parle pas de vaccination. Hein. Je ne parle pas de vaccination parce que ça, c'est encore un problème. Mais les stocks des antiviraux, ça nous a quand même aidé pour essayer d'empêcher la progression. Deuxième exemple, et après, je m'arrête. Il y a un deuxième exemple qui est, vous savez, un des deuxième sujet qui est très, très cité, c'est l'antibiorésistance. C'est la transmission des résistances liées aux antibiotiques d'un patient à l'autre. Alors, ça peut être l'environnement, ça peut être le monde médical. Je parle de l'hôpital, juste pour donner un exemple. Et là où il y a le plus de transmission de résistance à l'hôpital, c'est au niveau des services de réanimation, parce que c'est là où on est le plus invasif. Et il y a différentes stratégies pour contenir la transmission de résistance aux antibiotiques en réanimation. Une première stratégie, le plus simple, c'est de se laver les mains. Avant de voir quelqu'un et après voir un malade. Deuxième stratégie, c'est essayer de faire des tests à tout le monde et dès que quelqu'un est positif, l'isoler. En sachant que les tests ne sont pas parfaits, ils peuvent se tromper et donc on peut passer à côté. Troisième stratégie, on sait que plus on prescrit d'antibiotiques, plus on est à l'origine en fait d'émergence de résistance. Donc du coup, on a plusieurs stratégies. Soit faire tout pour se laver de plus en plus les mains, soit isoler les patients et faire des tests à tout le monde, ce qu'on ne fait pas actuellement, soit faire tout pour diminuer la consommation d'antibiotiques, soit essayer de faire des combinaisons de tout ça. Mais ça, c'est une étude qu'on a fait à Bichat, et on a utilisé de nouveau un modèle mathématique déterministe pour essayer de voir l'impact de l'ensemble de ces stratégies. Alors, ça, je vais vous poser une question, ça va vous faire peur, mais c'est la réalité, c'est en France. 55% des soignants se lavent les mains, 1 sur 2, avant de voir un malade, systématiquement, et 60% après avoir vu un malade. C'est dramatique, mais c'est comme ça, malheureusement. Et on fait tout pour essayer d'éviter ça. Eh bien, sur l'ensemble de ces stratégies, isoler, se laver les mains, diminuer la consommation d'antibiotiques, on a vu que la stratégie qui, quelque part, écrasait tout, c'est de se laver les mains. Ça veut dire qu'en gros, en montant, et ça aussi, c'est qu'un modèle mathématique qui peut le faire comme ça, parce que sinon, c'est très compliqué. De passer de 55 à 80% permet de diminuer de 90% les épidémies. Et moi, personnellement, mais ça ne marche pas, moi, j'étais personnellement favorable à des incitations, pas que financières, mais pourquoi pas financières, pour que les personnels soignants se lavent beaucoup plus les mains. Mais on est, bon, culturellement, ça ne marche pas, mais on est en train vraiment d'essayer de faire tout pour que les gens se lavent les mains, parce que c'est cette stratégie écrase tout. Voilà, je voulais m'arrêter là, mais pour vous dire que je pense que ces deux mondes-là, il est très important qu'ils se mélangent plus. Je pense qu'il est très important que les gens qui travaillent dans le domaine de l'énergie, dans le domaine, dans d'autres domaines, viennent aussi dans le domaine de la santé, parce qu'on a vraiment besoin de cet outil pour essayer d'évaluer nos stratégies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on est vraiment sur des questions de développement durable et les exemples que vous donnez montrent bien que le développement durable, c'est pas seulement dans des pays éloignés, etc., mais c'est ici aussi. Ce qui est aussi une orientation importante des objectifs de développement durable. Je vais donner la parole à Annie Raoult. Donc Annie Raoult est vice-présidente du CIMPA. Donc le CIMPA, on l'a dit, sa mission, c'est d'organiser des écoles, je n'ose pas dire d'été, parce que c'est souvent dans des pays où il n'y a pas vraiment d'été. En tout cas, on définit pas comme ça les saisons, mais des écoles scientifiques de mathématiques. De votre point de vue, quelles sont les mathématiques qu'il est prioritaire d'enseigner dans un tel cadre? Merci beaucoup, merci pour cette question. Alors je vous propose d'abord une petite révision en cette fin de journée de tout ce qui a été dit aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être répétées. Moi je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les pays en voie de développement sont face à un contexte géopolitique qui change très vite.
et que de plus, enfin, ils doivent s'imposer sur le plan économique et ils font face à des dangers qui sont encore plus forts souvent chez eux que dans les pays développés. Alors ce que je veux dire, c'est très schématique bien sûr, hein, mais il y a des dangers sanitaires qui sont reliés à ce qui vient d'être dit, la malaria, le sida. Il y a des dangers liés à la localisation, parce que dans ces pays, il y a souvent des valeurs climatiques extrêmes, il y a des régimes de précipitation qui sont difficiles, il y a des tremblements de terre, des raz-de-marée qu'il faut anticiper. Bon, on a entendu parler de ça un peu tout à l'heure. Bon, ces deux aspects se conjuguent pour rendre les choses encore plus difficiles, et je pense qu'il y a aussi des risques liés à la sécurité. Alors, ces pays, de mon point de vue, doivent développer des solutions qui soient robustes, qui soient à bas coût, qui soient inventives et qui soient adaptées au contexte local. Alors, on a vu que les mathématiques sont partout. Il y a des études qui sont faites dans les pays développés. Il y a des mathématiques dans tous les types d'industries, dans la planification d'infrastructures, dans le génie civil, dans les télécommunications, dans la santé, dans la finance, dans l'économie, dans les big data. Bon, alors, ce panorama, qu'est-ce qu'il donne quand on l'interroge en fonction des besoins et des ressources des pays en voie de développement? Alors, moi, j'ai une conclusion que je redonnerai à la fin. Bon, il me semble que les pays en voie de développement doivent disposer de suffisamment de mathématiciens suffisamment formés et qui soient à la fois dans des réseaux de recherche internationaux qui leur permettent d'être les têtes de pont de la recherche vers leur pays, et à la fois suffisamment ancrés localement pour être conscients des problèmes locaux et apporter des réponses adaptées. Alors, je vais donner 5 thèmes principaux. Bon, le premier thème dans lequel... oui, alors je pense, ce que je voulais dire aussi, c'est que ces mathématiciens doivent être à même de proposer des solutions ou de participer à des solutions ou de les évaluer. Parce qu'il y a un premier point qui est très classique en mathématiques, disons appliquées, qui est la construction d'infrastructures, des barrages ou des unités de production. Il me semble clair que très souvent, ce genre d'infrastructure va être proposé par des groupes extérieurs, que les pays en voie de développement n'ont pas vraiment la possibilité de les piloter. Eh bien, il faut au moins qu'ils aient des ingénieurs et des mathématiciens suffisamment formés pour pouvoir évaluer ces solutions toutes faites ou proposées presque toutes faites, même peut-être par des pays qui sont tout juste émergents mais qui vont être tout aussi offensifs, pour proposer des contre-solutions qui seront moins chères, plus adaptées. On a vu ça, par exemple, tout à fait dans l'exposé de Diarafsek. Et tout ça, ça comprend des maths. Il faut que les gens soient à l'aise en recherche opérationnelle, en optimisation, en calcul des structures, mécanique des fluides, mécanique des solides, en simulation, en calcul. Et ce que je répète, je pense que les acteurs locaux doivent pouvoir rester maîtres du sujet. Donc ça contient aussi l'érosion, les nappes d'eau. Et si on parle de nappes d'eau, on a immédiatement un lien avec les problèmes de santé, préservation des nappes d'eau. Et là aussi, il y a des mathématiques qui sont à la fois fondamentales et appliquées, qui sont très belles sur la modélisation des biofilms d'algues ou des choses comme ça. Alors un deuxième secteur qui me paraît très intéressant pour les pays en voie de développement, c'est celui qui a été évoqué dans l'exposé de Amir Aptes, c'est la prévision du climat. Donc là aussi, il y a des mathématiques très très difficiles avec de la prévision, de la simulation de données, du traitement du signal, des systèmes dynamiques. Ça nécessite du calcul intensif. Et il n'est pas possible que ça soit fait dans les pays, mais il faut que les chercheurs de ces pays soient intégrés dans ces réseaux internationaux. D'ailleurs, il en a été cité. Il faut aussi que les pays soient conscients de l'importance des recherches qui soient menées et accompagnent un peu par un petit peu de techniques sur le terrain, sur les façons de collecter les données, ce genre de choses. Et il faut aussi, me semble-t-il, que les pays locaux utilisent les résultats pour des alertes à donner à la population en cas d'arrivée de tremblements de terre ou de raz-de-marée. Et donc là aussi, il y a des mathématiques. On peut utiliser les technologies nouvelles, les téléphones portables, mais aussi avoir un modèle mathématique qui sache comment modéliser le système d'alerte. Alors ça nous ramène un petit peu à la santé. Troisième point qui a été donné là.
modéliser les épidémies, évaluer les stratégies de traitement, évaluer les méthodes de prévention, par exemple pour des problèmes de drogue ou autres, et tout ça avec des modèles statistiques. Je pense que là aussi, il peut y avoir des systèmes d'alerte qui peuvent reposer sur de l'image. On n'a pas du tout parlé d'image jusqu'à présent, mais on peut avoir des enregistrements, que ce soit de l'image ou des fréquences, qui nous disent que des moustiques arrivent et on peut à nouveau alerter la population sur l'arrivée de moustiques. On a besoin d'images également, d'analyses robustes, à bas coût, rapides, pour lire des échantillons sanguins et savoir s'il y a du paludisme ou pas. On a besoin d'images aussi, sans doute, pour pouvoir faire du diagnostic à distance dans des pays qui sont peu équipés en structure hospitalière, où on peut envoyer et avoir un diagnostic loin. Bon, alors maintenant, le point à la mode, l'économie marchande. Donc je suis persuadée que dans l'économie marchande, les pays doivent se faire reconnaître sur le plan économique. Il va y avoir un grand besoin de gestion intelligente des stocks, gestion de l'approvisionnement, éventuellement gestion des ressources minières, et que dans la jeunesse de ces pays est tout à fait impatiente de monter dans le train du big data, de l'analyse des données, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle. Et ça, je pense que c'est une idée qui est encore neuve, qui ne demande pas une infrastructure très lourde. Bien sûr, il faut avoir un réseau électrique qui fonctionne, mais c'est certainement quelque chose qui peut attirer la jeunesse. Alors, il y a des défauts dans toutes ces méthodes, il y a des défauts cachés, bien sûr, mais c'est quand même très stimulant. Et très probablement, ça pourrait permettre l'implantation de groupes étrangers ou bien pour que des personnes formées habitant dans les pays en voie de développement puissent superviser des petites initiatives locales. Et le dernier point que je vois, c'est le point de la sécurité. Certainement, les gouvernements de tous les pays en voie de développement vont avoir des besoins en cryptographie pour à la fois surveiller des échanges monétaires ou des activités de renseignement. Alors, pour donner une réponse partielle à votre question, le SYMPA a pour mission de favoriser la formation en recherche. Nous cherchons à favoriser la formation en recherche et la création de liens entre les chercheurs, à la fois pour l'individu, la chercheuse ou le chercheur doit être formé, mais aussi pour inciter à la création de liens entre les chercheurs, ce qui les aide beaucoup, comme je l'ai dit au départ, et aussi pour les implications effectives dans les pays. Alors, il y a vraiment matière à faire des belles maths, on peut les appeler appliquées ou pas, mais en se servant de réseaux de recherche et en s'ancrant dans le local. Alors, j'ai 2 petits points encore. Il me semble qu'il faut que les pays en voie de développement prennent conscience de l'importance socio-économique des mathématiques. Et je voudrais dire aussi que les pays développés doivent aussi se rendre compte de l'apport de ce qu'ils peuvent gagner à de tels échanges. Et mon souhait serait que les coopérations universitaires et l'accueil des étudiants se fassent comme il avait été fait jusqu'à présent. Je suis sûre que c'était très bénéfique et que à la fois les pays en développement et les pays développés qui offrent une formation sont à long terme gagnants. Et tout ça en plus, ça peut parfois se faire dans une langue quotidienne qui est la même, une langue partagée. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais rapidement donner la parole aux 2 intervenants de la table ronde qui se sont longuement exprimés avant, mais qui ont peut-être des remarques. Donc d'abord, Nadia ici, s'il vous plaît, et puis après, peut-être Diarra Afsek aura aussi un commentaire ou quelque chose à rajouter. Et puis après, je prendrai 3 questions. Brèves. Moi, je voudrais juste apporter un petit témoignage d'une belle aventure. Je vais le résumer en un théorème. Tout ce qu'on a pu faire en mathématiques appliquées au Maroc, Mohamed Jawa l'a fait avant nous en Tunisie. Et ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec lui. Et je me rappellerai, Mohamed, de cette belle aventure qui existe encore, du tam-tam. Le tam-tam, c'est Tunisie, Algérie, Maroc. Les tendances et applications en mathématiques. On voulait, en créant cette conférence qui tourne autour des 3 pays et ce réseau, que ça fasse du bruit. Ça fait encore du bruit, puisque la dernière conférence, c'était en Algérie il y a un mois, il y a quelques semaines. Nous avons ici un conférencier marocain invité qui était là.
Voilà, donc je pense que c'est une belle aventure, mais que cette belle aventure aussi et les mathématiques appliquées pour lesquelles nous avons contribué beaucoup dans nos pays ont été aussi très soutenues par les différents partenariats. Et ces partenariats, je pense, sont très importants. Et je pense maintenant notamment à nos jeunes pour qu'ils continuent, pour qu'ils soient attirés par les métiers des mathématiques et les mathématiques appliquées. Ils ont vraiment besoin de se déplacer. Je pense que c'est un sujet qui a été évoqué, de se déplacer à travers le monde pour acquérir des expériences, pour voir comment les choses se passent et pour pouvoir apprécier ce qu'on a aussi. Voilà. Merci. Tout juste, je voudrais ajouter un certain nombre de points. D'abord, je commencerai par le thème développé par le professeur Raïssi sur la dynamique des populations pour la pêche. Je pense que quand on prend, par exemple, si on prend le cas du continent africain, c'est entouré par les différents océans ainsi que la mer Rouge. Donc, plus aussi au nord, bon, la mer Méditerranée. Donc, on voit que cette thématique de recherche a en fait un impact économique intéressant donc, au niveau du continent. Et pour le cas du Sénégal, nous avons 700 km de côte et on bénéficie du phénomène d'upwelling, donc qui fait que en fait, les côtes sont extrêmement poissonneuses. Mais il se trouve que en fait, les questions de stock, ce sont des questions extrêmement importantes donc là à étudier. Et un autre point aussi important, c'est en fait quand on prend par exemple la région de Dakar, c'est 550 km² et qui reçoit à peu près 4 millions à 5 millions d'habitants. Donc circuler dans Dakar, donc c'est très difficile. Il y a des problèmes de pollution comme j'ai soulevé tout à l'heure, mais aussi il y a des problèmes de santé publique. Et ces questions-là, les questions d'épidémiologie, sont des questions en fait extrêmement importantes qu'il faudrait à chaque fois étudier. Donc c'est la raison pour laquelle en fait les autorités sont en train d'investir énormément pour essayer de sortir de Dakar. Et donc ça va nécessiter une redéfinition d'un plan de circulation de Dakar. Redéfinir le plan de circulation de Dakar, ça, ce sont des questions très compliquées. C'est des questions de mathématiques aussi qui sont derrière. Et donc, il n'y a pas une solution d'un seul coup où, en fait, on a un modèle, on fait des graphes, puis c'est fini. Donc, à chaque fois, il faudra prendre en compte un certain nombre de choses. Mais aussi, en fait, sur les problèmes d'érosion dont j'ai parlé tout à l'heure, la langue de Barbarie, c'est très peuplé et il y a une forte population de pêcheurs. Et en fait, l'essentiel de l'économie de la ville de Saint-Louis tourne autour de cette langue de Barbarie. Et cette langue, actuellement, elle est vraiment menacée. L'autre point aussi, c'est que tout juste au nord, en allant vers la frontière avec donc, la Mauritanie, c'est là où il y a les gisements de gaz dont on parle actuellement, donc, là au niveau du Sénégal. Et il y a des questions de réseau, en fait, des problèmes de réseau de distribution aussi qui sont en fait posés, qui sont derrière, et ces questions-là aussi ne sont pas étudiées. Je pense que ce sont des axes de recherche sur lesquels on devrait pouvoir. Les questions de pollution, dans la petite côte, on peut en fait faire face. On peut avoir à faire face à des problèmes de pollution de la mer et sans compter aussi les problèmes d'énergie solaire où, en fait, au niveau du continent africain, je pense que c'est un axe aussi que nous devons développer et ça, ce sont des questions de réseau qui sont là, de distribution, de dimensionnement qui seraient intéressants donc là d'étudier. Bon, j'ai trop parlé, je ne voudrais pas... Surtout, on pourrait... C'est pas le manque d'intérêt qui nous limite. Donc, peut-être trois brèves questions ou brefs commentaires. Donc, il y en a un ici. Bon, alors je vais donner la parole déjà. Merci, on m'appelle Norbert Nkonou, je viens du Bénin. Je voudrais ici dire que les jeunes en Afrique noire particulièrement, veulent faire les maths. Ils sont même très intéressés par les maths,
mais ce qui manque, c'est un soutien. Le soutien financier, des bourses pour ces jeunes pour faire des thèses. Il y a des structures qui existent, qui travaillent, et dans ce sens, qui encadrent, qui font des formations de 3e cycle, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à soutenir tous ceux qui veulent aller vers les maths parce que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les bourses à leur attribuer. Alors, dans ce sens, tout ce qui peut être fait par l'UNESCO ou toute autre structure ici présente pour aider à financer des bourses pour ces jeunes serait les bienvenus. Et je voudrais certainement aussi en appeler à la collaboration avec EMS. EMS qui forme à un niveau, disons, autour du master, mais qui a à côté de lui des structures, des chaires UNESCO qui forment des doctorats, qui forment pour le doctorat, mais qui manquent énormément de moyens financiers pour soutenir leur formation. Donc il serait bon qu'à l'avenir, dans les missions qui sont assignées et qu'accomplissent les centres EMS, que l'on puisse voir de quelle manière un soutien peut être apporté aux chaires UNESCO, aux structures qui font des formations de 3e cycle. Merci. Merci beaucoup. Donc, deuxième intervention. Bon, moi, c'est aussi un commentaire, ce n'est pas une question. Donc, ça fait gagner du temps, il n'y a pas besoin de réponse. Je suis Michel Spiro, donc je suis président entrant de l'Union internationale des physiciens, Union de physique pure et appliquée. Et je suis donc un peu un outsider, si je puis dire, ici, puisque c'est la journée des mathématiciens. Mais j'ai beaucoup apprécié cette journée et je pense que vous concourrez avec moi pour dire que non seulement les mathématiques, mais la méthode scientifique des sciences fondamentales contribue à une démarche d'investigation qui aiguise la curiosité, l'esprit critique et l'intelligence au sens étymologique du terme. Et donc, toutes qualités qui sont essentielles pour le développement et dont Madame Maki a parlé, notamment pour l'enseignement. C'est cette méthode-là qu'il faut enseigner dans les écoles primaires, mais aussi secondaires, à l'université, aux chercheurs et à tous les citoyens. C'est ce dont le monde a réellement besoin maintenant pour lutter contre les fake news et être capable d'affronter un monde complexe. Donc j'essaye, avec l'appui de beaucoup d'unions, des mathématiques d'ailleurs, de l'astronomie, de la chimie, de la biologie, j'en oublie pas mal, et avec Luc Allemand, donc il aura du mal à me couper, hein, puisqu'il m'aide dans ce projet, on essaie de proposer à l'UNESCO puis à l'ONU d'établir aux alentours de 2022-2023 une année internationale des sciences fondamentales pour le développement. Voilà, et donc c'est là où j'aurai besoin de votre soutien. Merci.